Bonjour et bonsoir à tous. Au fil du temps reçoit aujourd'hui l'écrivain Moustapha Diop pour son second roman Serment de médecin édité aux éditions L'Harmattan. Moustapha, bonjour. Bonjour. Et je vous laisse le soin d'abord de vous présenter aux auditeurs au fil du temps. Merci, c'est un très grand honneur pour moi d'être là avec vous. Alors ceci dit, je suis un prof de français. J'enseigne au CM 44 dans la grande banlieue de Dakar. C'est mon second roman. Le premier, c'est La voix d'un musicien, paru aux éditions Harmattan, et ça c'est le second. Pourtant, votre éditeur ne l'a pas mentionné. Malheureusement, ça fait partie aussi des problèmes que l'on reproche un peu aux éditeurs parfois. Oui, mais vous avez servi aussi à Ross-Béthio. Oui, c'est mon baptême de feu Ross-Béthio, à 50 km environ de Saint-Louis. C'est là où j'ai vraiment fait mes premiers pas dans ce métier ô combien noble qu'est l'enseignement. On aurait cru que vous êtes un blédard, parce que à l'image de l'ami de Yamar. Oui. Mais bon, je suis un bon boy Yumble. J'ai grandi un peu dans la grande banlieue. Et j'avoue que je ne suis allé un tout petit peu vers Ross-Béthio que pour le service. Mais j'ai grandi un peu vraiment dans la banlieue, en ville. Parce que dans le jargon des instituteurs, en général, quand vous servez loin de la capitale, on dit que vous êtes dans un bled. Exactement. C'est ça. Mais je pense que aussi c'est des moments où on apprend énormément. Parce que le fait parfois d'être loin de tout te permet à sortir un peu de ton cocon. Ça t'aide un tout petit peu à te faire. Et je pense que c'est aussi important pour les jeunes qui viennent de sortir. Et à connaître le Sénégal des profondeurs. Exactement, à connaître comment les gens vivent, à voir que quand on est loin de Dakar, il y a tellement de choses qui paraissent évidentes ici, mais qui ne sont pas tellement visibles dans certains coins. Votre roman se passe à Oued. Oui. Décrivez-nous un peu ce village. Les gens me disent souvent, mais pourquoi ce nom-là? D'ailleurs, même dans La voix d'un musicien, j'avais un quartier qui s'appelait Sans Espoir. Alors, parce que j'ai voulu montrer un peu l'image comme en Wolof. Ça veut dire une zone où il n'y a personne. Parce que c'était justement la solitude. C'était une zone où les jeunes partaient. Donc c'était une zone plutôt laissée à elle-même. Sa population partait vers les grandes villes et était plutôt tentée par l'immigration clandestine. Donc finalement, il n'y avait que des anciens, des vieillards, etc. Mais votre roman se passe dans 3 espaces. Il y a la ville, la capitale. Exact. Effectivement, avec Bel. Et vous avez aussi Oued. Et vous avez Kernian. Oui, la ville de Ndiolam. La ville de Ndiolam. Exactement. Commençons par la capitale, votre zone, avec Bel. Oui. C'est une femme quand même issue de la haute bourgeoisie. Oui, très haute bourgeoisie. Très bourgeoisie, avec une bolide et une arrogance aussi. Parce qu'il me fallait avoir une femme qui serait exactement à l'opposé de Yamar. Issu de conditions, il est d'une famille modeste, Yamar. Je voulais avoir vraiment une personne d'une autre famille avec d'autres réalités. Et je voulais montrer que l'amour est capable de transcender finalement toutes ces différences-là. C'était ça en fait qui m'a poussé à avoir ce type de personnage-là. Et j'ai choisi Belle pour montrer un peu parfois comment parfois l'amour nous fait désobéir, mais l'amour nous pousse carrément à sortir de notre cadre naturel. Belle est un peu légataire de son père. Exactement. Parce que sa maman est décédée. Exactement. Vous ne parlez pas trop de sa maman, vous faites juste allusion parce que c'est une maman très dure par rapport à son mari. À son mari, oui. C'est vrai que c'est une maman très dure. J'en ai parlé de façon vraiment très superficielle parce que c'était pas ça le but. C'était de montrer un tout petit peu plus la faiblesse du vieux, du papa, que de montrer un peu la tyrannie que cette dame-là a joué, a exercé sur le pauvre père de Belle.
Vous jouez toujours sur les oppositions. Aussi bien la maman de Belle était dure, aussi bien la maman de Yamar est une femme traditionnelle, mais aussi qui est ferme. Hein. Qui a beaucoup de caractère. Oui, parce que en essayant de faire le portrait de Yamar, je voulais que d'un point de vue physique, qu'il soit très proche de sa mère. Mais d'un point de vue peut-être moral, personnalité, qu'il soit proche de son père. Maintenant, c'est vrai que la maman de Yamar est très dure, à l'ancienne, très à cheval sur des principes, qui ne badine pas avec des principes. Pour elle, un enfant, c'est juste une possession. C'est une chose qu'on a et qui doit obéir donc à nos desiderata. Point final. Donc il n'y avait pas de possibilité d'échapper un tout petit peu à cette règle. Mais elle a une colère terrible aussi quand Yamar la contredit. Oui, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est pour montrer cette ancienne tradition-là qui faisait que les mamans ou les papas étaient tellement sûrs de leur bon droit que l'enfant était la possession, mais exclusive de leur père. Il n'y a pas plus tard que le dimanche, je parlais avec le frère à mon papa, mon papa est décédé, il me disait une chose, il me disait, faites de sorte que vos enfants soient bien éduqués. Il me dit, notre père à nous, mon grand-père, et il le disait à mon père, ce que vous êtes devenu, c'est grâce à moi. Donc faites de sorte que vos enfants deviennent ce que vous voulez qu'ils deviennent. Ça, c'était un peu une tradition héritée. Mais le papa de Yamar, bien que traditionnaliste, est plus souple quand même. Et il est beaucoup plus souple. Il est beaucoup plus souple et il est beaucoup plus compréhensif. À la limite, il est effacé. Yamar et Belle sont connus à l'université. Oui. Alors que ce n'était pas du tout évident. Exactement, tous les opposés. C'est Belle qui fait le premier pas. Exact. Il se retrouve dans une faculté, la fac de médecine. Belle, en fait, voulait juste passer quelques jours, quelques temps, le temps de partir vers le Canada. C'était ça son rêve. Et c'est en ce moment-là qu'elle rencontre Yamar. Ouais, mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle a raté son inscription. Oui, et c'est ce que je dis. C'est-à-dire elle voulait juste passer quelques temps à la fac de médecine, le temps de pouvoir partir en Europe ou au Canada précisément. C'est pendant ce moment-là qu'elle va rencontrer, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, qu'elle va rencontrer Yamar. Et puis, voilà, ils se retrouvent, ils se voient très différents, mais malgré tout, ils sont ensemble. Ils sont ensemble à la BU, ils sont ensemble dans différents milieux, et finalement, ils se retrouvent avec un enfant et un amour grandissant. C'est Yamar qui lui ouvre quand même les portes des chambres des universitaires, qui n'était pas du tout le milieu de Belle. Exactement. Et peut-être c'est le pouvoir de l'amour. Belle n'avait pratiquement rien à faire dans le campus. Elle ne devait pas être dans le campus. Et c'est malheureusement Yamar qui va, ou heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Yamar qui va la pousser, qui va l'introduire dans ce milieu qu'elle trouvait hostile au départ, qu'elle va rejeter un tout petit peu, en pensant que les chambres sont très classeuses, etc., populeuses et tout. Mais finalement, elle va s'y plaire. Amour possessif de Belle. Oui. Qui veut coûte que coûte rester avec Yamar. Oui. Belle est exactement la femme possessive, mais terriblement possessive, qui ne veut partager rien. Et peut-être ce n'est même pas une qualité seulement de femme ou un défaut, c'est plus une personne riche qui pense que rien ne peut lui échapper. C'est-à-dire elle doit pouvoir avoir tout ce qu'elle veut. Parce que son premier échec, ça a été quand elle a voulu partir au Canada et qu'elle a échoué à s'inscrire à temps. Ça a été son premier échec dans la vie. Parce que toute sa vie, elle a vécu avec cette idée-là que je pouvais avoir ce que je voulais. Et c'est valable pour les hommes. Les hommes devaient être ma possession. Je devais en faire mon affaire et en faire ce que je voulais. Malheureusement pour elle, ça n'a pas marché avec Yamar. Mais c'est ce qu'elle réussit aussi en prenant la direction des affaires de son papa. De son papa. Oui, elle va essayer de faire fonctionner un tout petit peu les affaires de son père, mais en réalité, Belle a un seul projet, c'est Yamar. C'est son seul projet en réalité. Les affaires de son père, la richesse et tout cela, le seul vrai projet de Belle est un projet sentimental, c'est avoir Yamar en sa possession. Oui.
disais au début de notre conversation que vous fonctionnez par opposition. Oui. Ils sont toujours dans cette famille. Quand même, le père qui est immensément riche et ne connaît pas l'amour. Et quand il voit son gardien avec sa femme, quand même l'attention que la femme du gardien accorde à son mari, il est complètement troublé. Exactement. Vous savez, le monde est parfois très, très bizarre. On a l'impression que le pouvoir, l'argent nous permet d'avoir ce que nous voulons. C'est une impression, hein? Mais on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions très, très modestes, mais qui sont immensément heureux. Parce qu'ils ont ce qui est l'essence même de la vie. C'est-à-dire, ils ont de l'amour, ils ont de la considération, ils vivent avec une personne qui les apprécie. Et c'est ça qui est essentiel. Mais la richesse, malheureusement, ne permet pas de tout acheter. Malheureusement. Cet amour repose sur des choses simples. Le fait de donner du terre à son mari, le cacao et l'attention. Et c'est l'attention. Voilà, l'attention. Et malheureusement, il y a des hommes immensément puissants, mais immensément riches, mais qui n'ont pas cette attention-là, même pas une phrase gentille de la part de leur épouse. Si dans la famille de Bell, vous parlez d'amour, etc., par contre, dans la famille de Yamar, vous ne parlez pas. Qui est plus traditionnel, ou là où peut-être les sentiments ne s'expriment pas. C'est peut-être une caractéristique un tout petit peu de certaines familles qui ont gardé cet aspect traditionnel-là. Le Touba peut dire, l'Européen, je veux dire, ou le Sénégalais occidentalisé peut dire à son fils « je t'aime ». C'est très rare, moi, mon papa ne m'a jamais dit « je t'aime ». Et pourtant, je sais qu'il m'aimait, qu'il m'adorait. Parce que c'est une caractéristique même de l'Africain. L'Africain est plus émotif en général. Il garde plutôt ses sentiments pour lui-même, mais ça ne sort pas à travers des mots. C'est pas joyeux anniversaire, etc. Ma maman ne me dit pas joyeux anniversaire, mais je sais qu'elle me souhaite joyeux anniversaire tous les jours. Elle me souhaite longue vie tous les jours. C'est cette pudeur qui anime aussi votre écriture. Merci beaucoup. J'aime bien ça. Même si pourtant les gens me taxent d'être parfois très, très osé. Il y a une dame qui me dit, quand je lis tes textes, parfois je saute des espaces. Bon. Et c'est vrai, mais vous y allez avec pudeur et avec attention. Nous reviendrons sur votre style. Revenons maintenant à Huet. On a quitté Dakar. On va à Huet. Là où il y a les gazelles et les gonzesses. Ouais, les gazelles et les gonzesses. Parce que quand on sort souvent, c'est parfois, bon, ces images-là, bon, c'est vrai que la gazelle est à la mode ces temps-ci. Bon, c'est juste un jeu plus de mots que voilà, quoi. Bon, c'est vrai que les jeunes fonctionnaires qui sortent, bon, ont tendance à se laisser aller. Yamar ne se prive pas, hein. Oui, oui. Et j'ai voulu, Madame André-Marie, que je salue au passage, m'a dit cela, j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, ce que j'aime en ton roman, c'est que le personnage, il est humain. Et j'aime bien ça. Je n'ai pas voulu créer une sorte de machin, une personne qui est un imam ou truc. Non, j'ai voulu créer un homme ordinaire, qui a ses défauts, qui aime les femmes et tout, mais qui a aussi des valeurs à défendre, qui s'engage pour une cause. C'est ça que j'ai voulu faire aussi avec Yamar. Donc milieu pauvre, mais aussi où effectivement les mœurs ne sont pas des mœurs que l'on voit d'habitude. Il y a une certaine liberté, disons-le, parce que en fait, prendre la femme de l'autre, c'était pas méchant. C'était pas tabou. Mais quand vous situez cet endroit, bon, vous ne le nommez pas, bien sûr, mais on dit très bien que c'est au Sénégal oriental. Un peu, bon, Samanier me dit pourtant, en te lisant, je vois un filigrane Saint-Louis. Bizarrement. Saint-Louis, vous le citez. Attends, on viendra à Saint-Louis. Saint-Louis, vous le citez quand effectivement Yamar veut visiter cette ville, mais vous ne le nommez pas. On sait très bien que c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis, exact. On sait très bien qu'il y a là le pont Faidherbe qu'il faut traverser. Et vous ne citez jamais vos lieux. Exact. Vous ne les situez pas, en tout cas. Non. J'essaie de garder un peu cet anonymat pour que la personne essaie de se représenter la ville en fonction peut-être de sa culture personnelle ou de ses connaissances, quoi. Si vous prenez en cours cette émission, mon invité est Moustapha Diop, écrivain, enseignant. Son livre que je vous présente, c'est Serment de médecin, un roman palpitant.
Troisième lieu, c'est Kër Ndiolam. Kër Ndiolam. Ok, ça c'est la spiritualité, mais aussi l'iconoclaste. Exactement. Je voulais vraiment un personnage qui sort de l'ordinaire. Khalifa Touré me disait, on devine. Oui, c'est rendre les serpents aussi inoffensifs que des vers. Je voulais un peu un personnage comme ça, mais haut en couleur, mais qui a aussi des valeurs qui peut-être ne sont pas forcément celles que défend ou celles que représente Yamar, mais qui aussi a une certaine éthique par rapport à sa responsabilité dans la société, pour ses talibés, etc. Je voulais aussi ce personnage-là. C'est un mix de personnages. Oui. On sait un mix. On sait à peu près à qui vous faites allusion. Oui, un peu. Vous ne le citez pas. Un peu, effectivement. Il y a des traits de ressemblance, on ne le dira pas. Bien sûr, on laissera au lecteur d'en faire son opinion. Exact. C'est un mix. Il est en même temps marabout, il est en même temps féticheur, il est iconoclaste. Exact, exact. Et vous savez, moi j'aime bien cette je ne disais pas valeur, mais j'aime bien cette sorte de synthèse. D'ambiguïté. Voilà, j'aime bien ça. Parce que moi, je taquinais quelqu'un, je lui dis, on parle français, mais on n'est pas des Toubabs. Autant, moi je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. J'aime bien donc qu'on garde un peu aussi cet aspect-là, mystico, je ne sais pas comment on va l'appeler. L'hybridité. Voilà, j'aime bien qu'on garde ça. On est musulman, c'est vrai. On apprend avec la langue française, on la parle et tout, mais c'est bien aussi qu'on ait cette dimension-là, qu'on la garde un tout petit peu. Est-ce que je peux dire que Ndiaye, c'est vous? Ndiaye, non, c'est pas moi, c'est un instituteur très dégourdi, mais j'avoue que je n'étais pas si impliqué que ça dans les affaires de Ross-Béthio. Donc c'est Ndiaye, c'est un mix, c'est en fait une histoire quelque part réelle, une histoire vraie, surtout dans certains aspects, là où il a été affecté, là où il s'est retrouvé seul, etc. Cette partie-là, elle est vraie. C'est un ami instituteur qui m'a raconté exactement l'histoire. Mais non, le reste, c'est plutôt de la pure invention. C'est un mensonge de romancier, quoi. Ouais, mais dans votre roman, vous mélangez réalité et fiction. Bon, un ami me taquine, celui qui a fait la préface, il me dit, tu es dans le fait divers. Mais j'aime bien, je n'aime pas tellement être très, très déconnecté aussi, quoi. Même si c'est de la fiction, j'aime bien qu'on soit très proche aussi de la réalité. J'aime pas des romans où on pousse le lecteur à être dans un autre monde, quoi. J'aime bien me détacher, mais j'aime bien aussi que les lecteurs sentent que je parle du Sénégal, je parle de l'Afrique, je parle du monde actuel. Voilà. Parmi les personnages, il y a Yacine. La sage-femme qui est affectée aussi dans ce centre, isolé de tout, mais qui est aussi l'ami de Yaman. Bon, ils ont été affectés en même temps. En même temps, oui. Bon, finalement, ils ont eu une petite relation amoureuse, mais après, bon, Yacine était à un moment où, en fait, il ne cherchait, comme il le dit, très bien d'ailleurs, j'ai connu tous les types de rapports avec les hommes. Grand-père, père, frère, etc. Le seul rapport qui me reste à expérimenter, c'est le rapport de mari et femme. Elle aussi, son objectif, c'est vraiment de tout faire pour soigner son père. Exactement. C'est ça qui l'a poussé même à devenir sage-femme. C'est ça qui l'a même poussé à être accepté de ce poste déshérité, loin de tout. Mais elle voulait vraiment au moins avoir des moyens pour aider son père à se soigner. Son choix est inattendu quand même, parce qu'elle qui ne souffrait pas de voir le sang. Oui. Au début, c'était ça, exact. C'était quelqu'un qui ne voulait pas en fait de ce métier-là. Mais elle avait la chance d'être assez bonne en sciences. Et donc, quand elle s'est présentée au concours, en fait, elle ne voulait pas. Elle s'est présentée au concours et au concours de l'école des instituteurs. Mais elle a réussi d'office à l'école des infirmières. Bon, maintenant, à l'école des instituteurs, il était sur la liste d'attente. Finalement, elle a hésité. Mais puisque, comme j'ai dit, elle voulait trouver au moins un emploi pour aider son père, elle s'est dit, je vais devenir sage-femme en attendant. Mais comme on dit aussi, le métier, quand on commence à peut-être compliqué, mais après, il suffit de s'y mettre pour que la vocation arrive. La vocation, c'est aussi ça. Et l'expérience aussi. Oui, la vocation, l'expérience, et puis on se retrouve à
à apprécier un métier peut-être dont on ne rêvait pas au départ. Le professeur Serigne Diop disait qu'il a été orienté en droit, et c'était pour le sanctionner. Il rêvait d'être médecin. Mais puisqu'il était, entre guillemets, agité au lycée, pour le sanctionner, on l'a mis en droit. Et vous voyez ce qu'il est devenu. Donc il ne rêvait pas certainement de devenir le constitutionnaliste qu'il est devenu. Mais c'est comme ça parfois la vie. Le bienfaiteur, c'est Younous. Younous. Oui, mais Oui. lui, l'ami de Oui, Yamar, l'ami de Yamar. il propose quand même un poste mirobolant, Mirobolant. mais Yamar ne veut pas. Ne veut pas. Expliquez-nous. C'est peut-être ça tout le sens du titre serment. Parce que quand les gens entendent serment de médecin, ils pensent un peu au Serment Hippocrate. Voilà. Hippocrate, oui. Mais ici, le serment, c'est plus un engagement que Yamar avait pris devant une jeune fille en lui disant « je ne vous quitterai pas ». Parce que le centre avait été construit, beaucoup d'équipes étaient venues, mais presque personne n'est resté. Personne n'a accepté de rester. Et donc, quand l'équipe est arrivée, la première intervention d'ailleurs que Yamar va faire, c'est dans la famille de la jeune fille. Quand il a fini son intervention, la jeune fille lui dit « mais j'espère que tu ne vas pas nous abandonner ». Et c'est en ce moment qu'elle prend l'engagement et elle dit « je ne vous quitterai pas, je ne partirai pas ». Alors maintenant, quand la proposition de Yamar arrive, De Younous. Hein. de Younous, pardon, arrive, il y a un moment, il a voulu signer le contrat pour partir parce que c'était un contrat très intéressant. À l'international. Un contrat qui ne se refuse pas, comme on dit. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est rappelé avoir dit à une personne, je ne partirai pas. Et c'est en ce moment qu'il va dire, je vais rester. Parce qu'il faut respecter un serment. Les jeunes ne comprennent pas ce choix parce que ces jeunes, Effectivement. ils rêvent d'ailleurs de Voilà. partir ailleurs. Et Voilà. Yamar qui a toutes les possibilités d'aller à l'étranger, d'avoir un grand poste, d'être reconnu, enfin refuse ce choix. Et l'Écosse, les jeunes lui disent non, ça c'est de la folie. C'est de la folie, exactement. Le professeur Amadou Mokhtar Mbow est venu animer une conférence dans notre école. C'était sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et il disait une chose, mais les jeunes d'aujourd'hui ne le comprennent pas. Il dit, le jour où le Sénégal a eu son indépendance, j'ai quitté mes fonctions de professeur en France pour débarquer au Sénégal, en perdant tous mes avantages. Il y a un moment, il faut faire des choix. C'est peut-être un peu fou à la limite, hein, mais il faut faire des choix. Est-ce que si tout le monde, après avoir été formé, dit je trouve mieux, effectivement le professeur trouve mieux au Canada, le médecin trouve mieux ailleurs, le journaliste trouve mieux ailleurs, mais est-ce que si tout le monde, après avoir été formé avec l'argent du contribuable sénégalais, s'en va, mais bon Dieu, que deviendra ce pays-là? Et j'ai voulu vraiment insister sur la parole donnée, parce que nous sommes dans une société où c'est l'oralité qui domine. Mais la parole, elle était sacrée dans nos traditions. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. On peut dire, oui, et se dédire, et voilà. Et ça ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, vous en faites référence quand Exactement. l'opposition avec leur caftan délavé. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer. Une société ne peut pas se bâtir comme ça. Il y a aussi des sacrifices. Personne n'était plus placé comme Nelson Mandela pour partir loin de l'Afrique du Sud, faire une carrière et oublier tout le reste. Le professeur de gynécologie qui est au Congo, mais il avait tout pour partir. Tout. Je dis souvent à mes élèves, voilà un professeur qui avait tout. Il s'installe, ne serait-ce qu'au Sénégal, il serait riche. Ne serait-ce qu'au Sénégal. Mais il accepte d'être dans un pays en guerre, avec tout ce qu'il y a. Voilà. Et moi, j'aime bien ces messages-là aussi, très forts. Parce que l'argent, comme disait le professeur Kéba Mbaye, c'est juste un billet qui sert à régler des problèmes. Au-delà, ça ne sert à rien du tout.
y a un personnage qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a fasciné. En fait. C'est cette femme, écris-moi une lettre pour mon mari. Oui, 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 oui. Alors, écris-moi une lettre pour mon mari, c'est traduit de sa langue maternelle, et qui, c'était son moyen à lui de séduire Yamar. Et Yamar, au début, il n'avait même pas compris en fait. Bon, il essayait de rejeter, il essayait de lui dire, va dire à Yacine de le faire, etc. Et c'est seulement après qu'elle a compris le jeu que la femme fait. Parce que dans nos traditions, les gens sont très pudiques. On ne dit pas, la sexualité ne se dit pas, ça peut se suggérer, mais ça ne se dit pas avec des mots comme ça crus. Et donc voilà, maintenant, bon, elle avait ses façons à elle de faire pour que son message passe, soit décrypté par Yamar. Malheureusement, ça n'a jamais marché. La seule fois où ça a failli marcher, malheureusement, Yamar a eu une petite lueur, bon, finalement de conscience, en tout cas, qui a fait qu'il s'est ressaisi, il a dit non. Oui, mais là aussi c'est un peu ambigu, parce que en fait, quand le lecteur dit, bon, quand Yamar, là où il y a les flanchers, on l'appelle d'urgence, il s'en va. Exact. Bon, mais on ne sait pas si au retour, il voit qu'il y a effectivement, bon, la lumière qui est allumée, la femme est sur le lit, etc. Bon, on devine, vous laissez le lecteur quand même deviner la suite, mais deviner la suite. Jamais entrer. Oui, je ne suis jamais entré dans les détails, mais je pense qu'il y a une scène où j'ai montré que quand Yamar sort, mais subitement de la chambre, et se retrouve quelque part dans un coin, et puis essayant de remercier, voilà. Je ne sais pas si c'est après ou... oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je laisse un peu, c'est vrai, le lecteur un peu à sa... interpréter la chose à sa manière, mais en fait, il ne s'est rien passé dans le roman, ce que j'ai écrit. Non, c'est avec subtilité que vous décrivez effectivement les armes que va sortir écris-moi une lettre pour mon mari. Quand même, il sort tous les un arsenal de séduction. De séduction, le tchouraï, le gongo, de séduction. Cela, ça. Et j'ai voulu faire mentir un proverbe. On dit que généralement les femmes réussissent toujours, en amour, les femmes réussissent toujours à séduire les hommes qu'elles partent chasser. Bon, le proverbe Wolof le dit comme ça, mais ça peut échouer parfois. C'est pas tous les coups. Ben oui, mais les deux femmes ont subi des revers aussi bien belles qu'il voulait coûte que coûte que Yamar parte de ce village-là pour venir prendre la direction d'une clinique que son père a construite. Exactement. Mais Yamar est resté dans ses bottes. Parlons un peu de la structure de votre roman. Vous avez une manière d'encastrer les histoires. On lit l'histoire de Yamar et puis subitement, au bon milieu d'une lecture, il y a une autre histoire qui s'imbrique. J'aime bien cette façon de faire là, où je raconte en même temps plusieurs histoires, sans perdre le fil de la grande histoire. Moi j'aime bien ça, parce qu'il y a un ami qui me dit, mais finalement tu me perds. Quand je te lis, je me perds un peu. Parce que tu commences une histoire, après je ne me retrouve pas, etc. Mais j'aime bien aussi cette façon de narrer qui permet au lecteur d'avoir plusieurs images en même temps, d'avoir plusieurs histoires en même temps. C'est vrai que ça peut être déroutant, mais moi j'aime bien le style là. Mais non, on s'y retrouve parce qu'on revient toujours à la grande histoire, entre guillemets. C'est comme si on se balade sur une route et puis parfois on prend la clé des champs pour revenir sur ces routes. Bon, c'est une mise en abîme en fait. Oui, et peut-être c'est ce qui rend le livre assez volumineux. C'est bien, mais aussi ça me fait penser à ces habitats lébous où on rentre, pour trouver le chemin, on rentre. Les maisons, on sort. Exactement. Parce que je suis de Yeumbeul, précisément. Donc, je me disais bien qu'il y avait cet aspect-là. L'utilisation des adages et les comparaisons, vous les aimez bien? Oui. Je crois, je disais à quelqu'un que j'ai souvent l'impression que c'est l'image qui vient et je dois après traduire en français. Et l'image vient évidemment en langue nationale, en Wolof, et je dois traduire en français pour dire. Moi, je pense que si on doit utiliser le français, c'est très bien. Mais je pense que ce serait bien aussi qu'on puisse y mettre
mais toutes nos valeurs qu'on puisse y mettre en écrivant bien sûr, hein, les images, les proverbes, etc. Parce que ça permet pour moi de rendre la chose plus africaine, plus intéressante. Vous faites étalage de votre connaissance des adages, des proverbes, que vous traduisez bien d'ailleurs, merveilleusement bien et savoureusement aussi dans votre texte, mais aussi le comparatif. Ça renforce l'image que vous... L'image. Je travaille beaucoup avec l'image. Je n'ai jamais travaillé avec un cinéaste, mais je pense que je travaille beaucoup avec les images. Et parfois, c'est l'image que j'essaie de traduire quand je fais une phrase. Hein, c'est exactement une image que j'essaie de traduire. Et c'est parfois très compliqué d'ailleurs. Ben, on le sait dans votre écriture, parfois vous citez des films sans citer les titres. Exact. Vous faites référence aussi à vos lectures, à vos propres lectures. Oui. Que représente Paul Valéry pour vous? Ben, rien de particulier. Peut-être que c'est venu comme ça dans le texte. Mais Paul Valéry ne fait pas partie particulièrement de mes auteurs que j'ai. Vous l'avez cité deux fois. Oui, je l'ai cité 2 fois, c'est vrai. Mais il ne fait pas partie vraiment de mes auteurs de choix, en réalité. Camus et Fanon? Camus un peu. Fanon aussi. Politique, Mandela quand même. Mandela, j'aime bien cette image-là de Mandela pour son leadership, pour son combat en termes de valeurs, en termes d'éthique et surtout de constance. Hein, parce qu'il y a une phrase que j'ai retenue quand on lui demandait, les Blancs lui demandaient, mais et si vous prenez le pouvoir, vous les Noirs, est-ce que vous n'allez pas faire exactement la même chose contre les Blancs? Il a dit non, si les Noirs essaient de faire la même chose contre les Blancs, je serai exactement avec les Blancs pour combattre les Noirs. Et j'aime bien cette constance-là dans l'engagement, dans les valeurs qu'on défend, qui ne doivent pas varier en fonction d'une époque, quoi. J'aime bien ça. C'est le même engagement qui motive Montaigne, puisque vous mettez à côte oui. Montaigne et... Montaigne, j'aime bien Montaigne. Senghor, vous le citez aussi? Un peu, oui. Bon, je pense que Senghor, tous les auteurs sont plus ou moins quelque part un peu. Ils ont un peu quelque part un peu de Senghor en eux. Mais... Même s'il y a des gens qui, on peut lui reprocher toutes sortes de choses. Mais quand même... Ampateba, non. Ampaté, c'est plutôt mon auteur préféré. Ah bon, Ampateba, ça c'est autre chose. Ampaté, c'est vraiment mon auteur préféré. Ça, vous citez aussi tout ce qu'il y a, les grands hommes de notre histoire. De notre histoire. L'Empire. Tous ceux qui ont en tout cas apporté une plus-value par rapport à la construction, par rapport à des valeurs, par rapport à... Voilà, j'aime bien ces personnages-là qui essaient de, malgré leurs conditions d'homme, essaie de montrer quand même que l'homme est capable de faire du mieux. L'homme n'est pas simplement capable du pire. Yamar est un résistant quand même. Oui. Il a une force de résistance qui parfois nous ébahit par rapport à Ndolam, qui avait 2 destins pour lui. Oui. D'ailleurs, il voulait en faire un cheikh. Oui. Il a refusé. Il a refusé. Il voulait qu'il s'engage dans la politique. Dans la politique, il a refusé. Parce que très souvent, peu d'intellectuels s'engagent en politique sans y laisser des plumes. Il y en a qui parviennent à le réussir, mais en général, la politique est tellement, entre guillemets, sale, comme disait le président Abdou Diouf en parlant avec le président Mamadou Dia, quand le président Mamadou Dia lui demandait, mais pourquoi vous, les élites là, les cadres, vous ne voulez pas vous engager en politique? Le président Abdou Diouf a répondu, parce qu'on considère que la politique est sale. Et il dit, le président Dia lui a dit, mais si vous voulez construire votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos mains dans la saleté pour construire. Et donc je pense que cette dimension-là a fait que Yamar ne voulait pas s'engager en politique. Parce que rares sont les politiciens qui, avec le rêve qu'ils ont au départ, quand ils accèdent au pouvoir, ils parviennent à le réaliser. Rares, ils sont très rares. Mais n'empêche que Yamar quand même s'est intéressé en tout cas au savoir de Ndolam, qui mélange effectivement la religion, l'islam, le fétichisme. Oui. Oui. Alors là c'est une question. Yamar a dit ceci. Moi, je suis sorti d'une faculté de médecine où j'ai appris la médecine moderne. Lui,
il a appris de façon empirique, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il a appris une médecine traditionnelle qui peut-être n'a pas les mêmes règles que celles que j'ai apprises. Maintenant, si je dois rejeter sa connaissance, il me faut au moins me baser sur quelque chose de solide. Et pour connaître ça, le seul moyen que j'ai, c'est d'apprendre au moins à connaître les tenants et aboutissants de cette médecine-là. Et à partir de là, je peux juger. Pour dire c'est bon, on n'a qu'à le mettre en pratique. Ou bien ce n'est pas bon, parce que j'ai vu, après avoir appris que, voilà, c'est pas bon. Ou bien alors, il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais on ne peut pas, tout de go comme ça, dire la médecine traditionnelle n'est pas bonne, elle est, sans comprendre quelle est l'essence même de cette médecine traditionnelle. C'est ce que Yamar a voulu expérimenter. Si vous prenez en cours cette émission, mon invité est Moustapha Diop, écrivain et enseignant. Son livre que je vous présente, c'est Serment de médecin. En nous faisant entrer dans la maison de Nyolam, vous nous faites pénétrer aussi dans le mysticisme. Parce que Nyolam aussi est prudent. Il dit, bon, écoute, je ne vais pas t'apprendre, il y a des choses quand même qu'il ne faut pas savoir parce que c'est délicat, ça peut être dangereux. Pour vous. Et petit à petit, vous nous faites entrer dans l'antre du mysticisme ou le savoir obscur de Nyolam. Moi, ce que je veux, c'est que nous avons une partie de notre tradition qui est là. C'est à nous de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Yamar s'est dit, il y a quand même des choses qui sont là, concrètes, que je vois. Une personne qu'on peut soigner, une fracture que l'on peut soigner, mais sans plâtre, mais sans radio, mais sans rien du tout. Pourtant, ça existe dans nos valeurs traditionnelles. Je suis un bout de bois, qu'on prend la mesure de... Ça existe. Et puis ce n'est pas du rêve, ce n'est rien, ça existe. Le savoir est là. Une personne mordue par un serpent que l'on guérit seulement avec le verbe. C'est pourtant là. Et qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons dire c'est pas bon? On rejette? Ou est-ce que nous allons l'exploiter? Moi, je pense qu'il y a des pans quand même entiers de notre histoire, de nos traditions obscures et autres, qu'on peut quand même développer et qu'on peut garder. Moi, chaque fois que j'avais, je sais pas comment ça s'appelle, angine ou quelque chose comme ça, des trucs comme au niveau des amygdales. Voilà. Il y avait un grand qui était dans notre quartier. C'était pas son métier. C'était un employé d'un service. Mais quand vous avez ça, il vous disait, donne-moi une ficelle. Ramassez une ficelle et vous me donnez. Vous ramassez une ficelle, vous lui donnez. Il fait quelques prières. Il vous dit, vous l'attachez à votre cou. Mais le lendemain, ça disparaît. Ça disparaissait. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il récitait? Mais je ne sais pas ce qu'il récitait, mais c'est la valeur d'une médecine, c'est de soigner, c'est de soulager. Et je me sentais soulagé. Et il me disait mieux, si quelqu'un dans ta famille, parmi ton entourage, a le même mal, tu le gardes et tu le lui donnes. Et ça va partir. Donc voilà des connaissances comme ça. On en a des milliers. Je pense que chaque Sénégalais a dans son terroir, dans sa contrée, une histoire comme ça à vous raconter. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? Quand Yamar rentre dans le domaine secret de Nyolam, qui lui fait montrer quand même un endroit dans sa maison que personne ne connaissait. Personne ne connaissait, exactement. Oui, on est dans un monde très particulier, très mystique. Et avant d'y entrer, Nyolam lui dit, il faut te préparer, il faut que je te prépare. Et il faut que moi-même je me prépare avant de te faire entrer dans ce milieu. Il faut que je demande même des autorisations avant de te faire entrer dans ce milieu-là. C'est juste pour dire, on a aussi des réalités qui sont là, mais la question, elle reste toujours là. Qu'est-ce que nous devons en faire? Qu'est-ce que nous voulons en faire? Est-ce qu'on va les lâcher? Est-ce qu'on va les laisser? Comme disait, je pense, c'est l'écrivain malien, Seydou Badian. Est-ce que ce que nous avons comme tradition, il est sûr que nous ne pouvons pas tout amener avec nous dans le futur. Mais il est clair qu'on ne peut pas tout laisser tomber ici. C'est pas possible. Il va falloir une partie de notre tradition qui consiste, c'est un ensemble de valeurs, je pense, qui fait ce que nous sommes en fait.
il faut bien qu'on les garde, il faut bien qu'on les protège pour que demain nos enfants puissent en... Je ne parle même pas de charlatanisme, ça c'est autre chose, quoi. Il y a des gens qui en font un business, quoi. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des gens quand même, on sait, on sent, en les fréquentant, en les écoutant, on sent qu'il y a des connaissances qu'ils ont. Moustapha Diop, votre roman donc Serment de médecin, paru à l'Harmattan, c'est aussi un mélange de frivolité, d'essais. Parce que parfois, effectivement, il y a de l'essai, mais il y a aussi surtout de l'humour. Oui. J'ai beaucoup ri quand même avec ce paysan qui quitte son village pour aller en ville parce qu'il y avait une période de disette et qui, en rêve, se fait servir. Oui. Moi, en fait, j'aime bien. Un livre doit être un monde, quoi, où on va rire, on va réfléchir. J'aime bien cette situation-là. Il ne faut pas peut-être enfermer le lecteur dans une situation où c'est sérieux, ce n'est pas un essai politique. C'est aussi la vie, c'est aussi des femmes, c'est aussi des trucs drôles, c'est aussi tout cet ensemble-là qui fait pour moi un film, qui fait pour moi un livre, qui fait pour moi une œuvre d'art simplement. Elle doit émouvoir, elle doit faire rire, elle doit faire réfléchir. C'est cet ensemble-là que j'essaie de faire dans mon roman. Parce que le roman, peut-être c'est ça son charme, il vous donne plus de possibilités. Racontez-nous comment s'est déroulée l'écriture. Bon, en fait, j'avoue que pour le premier roman, comme pour le second, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a le prof de français et il y a l'écrivain. Ils peuvent se compléter, hein, mais c'est deux dimensions totalement différentes. L'enseignant que je suis, avec mes préparations, avec ma formation, il a des outils pour pouvoir écrire. C'est clair. Mais tout enseignant n'écrit pas. Quand j'écris, j'avoue qu'il m'arrive d'oublier que je suis un enseignant. J'écris, je laisse les choses sourdre, quoi. Je laisse les choses venir naturellement. C'est-à-dire, je suis plus un artiste qu'un enseignant. C'est seulement peut-être dans la phase de réécriture, de rewriting, comme on dit en anglais, c'est peut-être dans cette phase-là que j'essaie maintenant de veiller à la correction, à la syntaxe, etc. Mais au début, quand j'écris, mais pour vous dire vrai, je ne me focalise pas sur la forme. C'est plus l'artiste que le prof de français. Maintenant, après, c'est vrai que je dois le dire, j'ai des amis qui, parfois, je leur donne des manuscrits, ils lisent, ils ont cette amitié-là, ils me font cette amitié-là. Je peux en citer un de mes amis, Amadou Ngourndour, un brillant prof de français du lycée de Thiaroye, qui, il arrive, il échange beaucoup. D'ailleurs, je l'ai mis dans les remerciements. On échange beaucoup, il y a une complicité intellectuelle entre nous, une complicité pédagogique et tout. Okay? Mais quand j'écris, pour vous répondre simplement, je ne me pose pas cette question-là. Je me laisse aller comme je veux. Et puis après, j'essaie maintenant de voir comment on peut corriger pour que ça soit plus syntaxiquement correct. Parce qu'il ne faut pas aussi écrire n'importe quoi. Et puis je me dis qu'après, il y a l'éditeur qui va aussi corriger. Il a ses correcteurs. Et Momar Ngom qui a fait aussi la préface de votre... Momar, c'est un ami, un confident. On a été ensemble à la fac. Bon, on a gardé toujours la même amitié. C'est vraiment un ami, celui qui m'a fait l'amitié de faire la préface de ce bouquin-là. C'est un prof de français, il est au lycée Abdoulaye Sarchi de Rufisque. Qui vous a appris ce second roman? Bon, sur moi aussi. J'ai reçu quelques feedbacks. Bon, peut-être l'une des personnalités qui m'a le plus marqué, c'est Madame André-Marie Diagne, professeur André-Marie Diagne, parce qu'elle a été mon prof à la FASTEF, parce qu'elle a présenté mon premier roman, Serment de médecin. Donc elle a lu, elle a connu, entre guillemets, ma carrière. Et elle m'a dit la dernière fois qu'on en parlait, tu as énormément évolué. Et ça, je l'ai pris comme
comme un encouragement. Pas comme la réussite, mais comme un encouragement. Il y a aussi d'autres amis, je pense à Sapagnaï, le poète, je pense à Waliba, je pense à la maison d'édition même, à Harmattan. Il y a beaucoup de gens qui me disent du bien. Mais ça ne me donne pas l'impression que j'ai réussi ce que je voulais faire, ma carrière. Ça me donne l'impression que j'ai encore du champ, je dois encore travailler pour faire encore mieux que ça. Merci Moustapha Diop pour ce roman, le serment de médecin aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Moustapha Diop, enseignant et écrivain pour son roman Serment de médecin, préfacé par Momar Diong, apparu aux éditions L'Harmattan. Je vous dis donc à jeudi prochain pour un autre numéro de Au fil du temps. D'ici là, portez-vous bien et surtout observez les mesures barrières contre la Covid-19.